Je suis Thomas et je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Réseaux sociaux et B2B, être visible et générer des leads. Donc, il sera présenté par Ludovic Salen et Sébastien Vitu, respectivement CEO et Business Developer de l'agence SLM Web. Avant de leur laisser la parole, je vais prendre une petite minute pour vous en dire un peu plus sur Meltwater pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Meltwater est une société qui a été créée à Oslo, en Norvège, en 2001. On a depuis bien grandi puisqu'on est devenu le leader mondial des solutions de Media Intelligence. Cela englobe à la fois des solutions de community management, de veille des médias sociaux ou encore d'identification d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On a plus de 26 000 clients un peu partout dans le monde. On travaille aussi bien avec des sociétés référencées au CAC 40, avec des startups, avec des ONG, des institutions publiques. Tout ça pour dire qu'on a vraiment des solutions qui s'adaptent à tout type d'entreprise et à tout type de profil. On est plus de 1100 salariés aujourd'hui, on est répartis à travers 56 bureaux et notre siège social est basé à San Francisco. Donc on est une entreprise avec une vraie envergure internationale, mais on a aussi une expertise locale, dans la mesure où on vient de fêter notre 10e anniversaire de présence sur le marché français. C'est la raison pour laquelle on fait aujourd'hui notamment un webinaire en français pour nos clients français, avec une problématique propre au marché français. Ce qui m'amène à vous en dire un peu plus sur les raisons de ce webinaire. Donc, comme je viens de vous le dire, chez Meltwater, on propose des solutions orientées social media, ce qui nous amène à avoir quotidiennement des conversations sur ces sujets-là avec des entreprises très différentes. Et de par nos échanges, on a bien évidemment constaté que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un élément de poids dans les stratégies marketing et communication de nos clients. Mais on s'est aussi rendu compte que la démarche de se lancer sur les réseaux sociaux est certes évidente dans un contexte B2C, mais qu'elle est un peu moins logique dans un contexte B2B. On a donc demandé à Ludovic et Sébastien de nous faire part de leurs expériences et de leurs connaissances pour nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Donc, ils vont nous expliquer en quoi les réseaux sociaux sont des leviers importants dans un contexte B2B, quelle stratégie mettre en place et surtout comment générer des leads. Voilà, Ludovic et Sébastien, je vous laisse la parole. Salut tout le monde, merci Thomas pour l'introduction. Bonjour Sébastien, même si on s'est vu ce matin, c'est toujours bien d'être courtois. Salut tout le monde dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes de son pour certains. Est-ce que c'est bon maintenant? On l'entend très bien. On entend très bien, donc c'est impeccable. Super, donc on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer rapidement, parce que c'est pas le sujet du webinaire, mais par vous présenter qui on est et ce qu'on fait. Donc moi, Ludovic, je suis le fondateur de l'agence SLN Web. Sébastien, qui est mon associé, se présentera tout à l'heure. L'agence SLN Web, c'est quoi? C'est une agence qui accompagne les entreprises B2B dans la génération de leads et leur conversion en clients. Donc pour cela, on met en place des stratégies qu'on appelle des stratégies inbound marketing, qui vont en partie utiliser notamment les réseaux sociaux pour identifier des leads et les convertir en clients. Donc c'est ce qu'on verra dans ce webinaire aujourd'hui. Si je continue, donc je vais dérouler les slides, c'est ici. Donc moi, Ludovic Salen, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai créé l'agence en 2013. J'ai un blog qui s'appelle ludosln.net que je vous encourage à aller visiter si vous avez besoin de conseils pour bien communiquer sur Internet et les réseaux sociaux dans un environnement B2B. C'est vraiment la spécialité du blog. Donc on donne des conseils depuis 2013 sur ce blog-là qui est assez bien visité. On doit avoir environ 20 000 visiteurs par mois qui viennent chercher des conseils. Et donc Sébastien, je te laisse te présenter, Sébastien. Oui, c'est moi, bonjour à tous, merci Ludovic. Sébastien, moi j'ai rejoint Ludovic dans l'aventure il y a un peu plus d'1 an et ça fait quelques années qu'on se connaît, puisqu'on était camarades de faculté il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et on s'est rejoint, donc moi je suis plutôt sur la partie business développement, donc la partie client avant qu'il soit client, après aussi, avec Ludovic, on fait cette partie-là. Et on accompagne effectivement nos clients sur une démarche de génération de leads avec l'implémentation de la méthodologie et logiciel inbound marketing. Donc simplement pour la petite histoire, en fait, moi j'ai créé, comme je vous le disais tout à l'heure, l'agence SLN Web en 2013. À l'époque, je m'occupais essentiellement des réseaux sociaux, du référencement, des sites internet de mes clients. Tout ça commençait à générer des leads pour mes clients, mais je me suis rendu compte au bout d'un certain moment que mes clients n'avaient soit pas les compétences, soit pas le temps, soit un manque des deux
pour convertir ces leads en clients. Et donc, on avait un problème de ROI au bout de certains mois, enfin, au bout d'un certain temps, on commençait à avoir des problèmes de ROI parce que moi, je livrais des leads et mes clients n'arrivaient pas à les convertir en clients. Et à côté de ça, on avait Sébastien qui, lui, en fait, Sébastien, je te laisse t'expliquer, mais qui a été commercial pendant quasiment 10 ans. Et en fait, il s'est rendu compte que la prospection commerciale avait changé. Et lui, il avait une autre problématique, c'est que lui savait convertir les leads, mais il n'en avait pas. Donc voilà, Sébastien, je te laisse reprendre la main là-dessus. Oui, tout à fait. Oui, sur ces sujets-là, effectivement, sur la génération de leads, on a identifié tous les deux, finalement, le côté marketing et moi côté vente, qu'on avait, on avait des difficultés finalement à arriver à atteindre nos objectifs, que ce soit commercial ou marketing, et finalement, en échangeant sur nos métiers, nos difficultés et surtout sur les outils qu'on arrivait à utiliser sur la mise en place d'outils de performance finalement, on s'est rendu compte qu'on utilisait tous les deux des outils du web marketing, mais pas de la même façon. Et tout simplement, j'ai commencé à utiliser en tant que vendeur des emails traqués. Donc j'ai envoyé des emails depuis ma boîte mail à mes prospects et mes clients, et je connaissais du coup leur contexte d'ouverture et de consultation. Donc je savais quand mes emails étaient ouverts, combien de fois ils étaient ouverts, sur quel type de support ils étaient ouverts, si c'était un PC, un téléphone portable ou une tablette. Et du coup, ça me permettait de comprendre quel était le meilleur moment pour contacter mes prospects. Mais du coup, j'étais dans une relation de chasse finalement en tant que commercial. Je contactais des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas mon entreprise. Et en échangeant avec Ludovic, on s'est rendu compte que cet outil-là pouvait être utilisé dans une suite logique finalement que Ludovic a apporté aux entreprises en termes de génération de leads, donc attirer du trafic qualifié sur le site, transformer ces leads, transformer ces visiteurs en leads sur le site et ensuite transmettre ces leads commerciaux, donc moi, et ce qui me permettait en plus finalement d'avoir, en plus de mon outil de tracking d'email et de comprendre le contexte d'ouverture de mes messages, j'étais en capacité de traiter des gens qui étaient venus sur notre site pour consulter des informations et finalement télécharger des documents, nous laissant de l'information également. Ça me permettait, moi, avec cette suite d'outils, d'avoir un rôle de commercial qui était plus un rôle de guide, puisque j'avais déjà beaucoup d'informations et que les gens étaient naturellement venus vers nous. Et le sujet, effectivement, de ce webinaire aujourd'hui, c'est de traiter de comment les réseaux sociaux peuvent nous aider par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un outil qui, aujourd'hui, nous sert énormément. On reviendra par rapport, je vois qu'il y a des questions, je pense que Paul-Louis les note, et on reviendra à la fin sur ces questions-là. Oui, donc en fait, effectivement, donc en fait, ça c'était pour la petite histoire d'expliquer qu'effectivement, on accompagne nos clients tant sur la partie marketing que la partie commerciale, puisque finalement, vous allez le voir aujourd'hui, même sur la partie réseaux sociaux, pour générer des leads de qualité sur Internet, c'est un boulot qui est tant marketing qu'un boulot commercial. Vous allez le voir. Tout à l'heure, Sébastien disait qu'on utilisait les mêmes outils du web marketing, mais qu'on les utilisait de façon différente. Bah, c'est aussi le cas pour les réseaux sociaux. Moi, j'ai une utilisation marketing, je suis marketeur, j'ai une utilisation marketing des réseaux sociaux qu'on va vous présenter. Et Sébastien, lui, en tant que commercial, a une utilisation commerciale des réseaux sociaux. Donc ça aussi, on va vous le présenter. On va bien vous présenter les deux méthodologies. La méthodologie marketing pour générer des leads, mais aussi la méthodologie commerciale pour prospecter des prospects, justement, sur les réseaux sociaux. Donc les prérequis à tout ça, pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, il y a quelques prérequis. Vous avez normalement dû répondre à un sondage avant de participer au webinaire, notamment pour nous présenter quels étaient vos principaux challenges sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que dans les prérequis, vous allez retrouver certaines de vos réponses. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que l'acheteur, et ça vous le savez bien, l'acheteur va vous imposer aujourd'hui de revoir vos méthodes marketing et commerciales. L'acheteur n'a jamais été aussi autonome dans sa réflexion d'achat et jamais aussi connecté. Aujourd'hui, l'acheteur en B2B a toutes les informations dont il a besoin, quand il en a besoin, à portée de clic, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Donc concrètement, ce qu'il préfère faire maintenant, plutôt que de répondre à l'appel d'un commercial, il va préférer se rendre sur Internet quand il a le temps pour pouvoir consulter les informations à son rythme et pouvoir progresser tranquillement dans sa réflexion d'achat. Ça, c'est vraiment un point important. On reviendra sur cette réflexion d'achat tout à l'heure puisque c'est ce qui va vous permettre justement de bien adapter votre stratégie sur les réseaux sociaux. Ensuite, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc justement, avant, il buvait vos paroles parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'autre source d'information. Donc l'acheteur en B2B qui voulait trouver une solution à sa problématique n'avait pas d'autre choix que de consulter des catalogues que vous lui envoyez, de répondre aux appels des commerciaux quand vous le sollicitiez, d'aller sur les salons professionnels pour trouver des informations. Voilà, avant, c'était les seules sources d'informations qu'il avait, c'était les vôtres. Aujourd'hui, il a toutes les informations dont il a besoin sur Internet, donc il préfère aller les chercher
quand il en a besoin, à son rythme, quand il a le temps, et sous aussi le format qui l'intéresse le plus. Donc quelques statistiques qui vont illustrer tout ça. On sait qu'aujourd'hui en B2B, un acheteur mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. On va vous présenter 3 ou 4 statistiques de mémoire dans les slides. C'est des statistiques qui sont issues d'une étude HubSpot. Vous pourrez retrouver les liens sur notre site internet. On les présente dans de nombreux articles qu'on a sur le blog. Donc voilà, une statistique dit voilà que l'acheteur va mener seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. Ensuite, on a une autre statistique qui est assez impressionnante et qui date de début 2017. 59% des acheteurs en B2B préfèrent ne pas avoir à parler à un commercial. Ça, c'est une statistique qui est importante et comme je disais, elle date de 2017 et forcément, elle s'est accrue au cours de ces derniers mois et elle est sans doute beaucoup plus élevée, cette tendance en 2018 parce qu'on voit les chatbots, on voit l'intelligence artificielle, on voit de nombreux services qui font qu'aujourd'hui, l'acheteur a de plus en plus d'opportunités de mener seul sa réflexion d'achat. Et on remarque d'ailleurs que le titre commercial tend à évoluer un petit peu dans le sens où on va plutôt parler de customer success ou de customer service et de plus forcément parler de vendeur qui fait parfois un peu peur aux prospects. Et du coup, le rôle du vendeur tel que moi je le vois aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans une démarche de vente, mais on est dans une démarche d'explication par rapport aux leads qu'on peut avoir et leur expliquer non pas ce que l'on fait, mais ce que l'on peut faire ensemble. Et c'est effectivement ces études qui suivent derrière aussi démontrent ça. On a 90% des décideurs en B2B qui ne répondent jamais à un appel de prospection parce que finalement, ils n'ont pas envie d'être sollicités parce que s'ils ont un besoin ou une recherche particulière à faire, ils peuvent le faire sur leur moteur de recherche. Et une dernière statistique aussi qui est juste derrière, qui est également assez parlante, c'est qu'on a 61% des acheteurs en B2B qui vont commencer leur réflexion d'achat sur un moteur de recherche. Et comme tout un chacun, que ce soit en B2B ou en B2C, en tant que consommateur vous-même, quand vous avez une question ou une intention d'achat avec plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, vous réfléchissez de votre côté, finalement, avant de demander à d'autres gens. Et le premier réflexe, finalement, ça va être une recherche sur soit Google ou d'autres moteurs de recherche associés. Oui, rapidement pour répondre à la question de Nadège qui veut les sources, effectivement, comme le dit Paul-Louis, c'est une étude HubSpot de 2017. Vous pouvez retrouver les liens dans les articles qu'on publie sur notre blog ludosln.net. Alors donc aujourd'hui, vous l'avez compris, tout va jouer sur un ordinateur ou sur un smartphone. Effectivement, la tendance aussi, elle est vraiment très forte ici, c'est qu'aujourd'hui, l'acheteur en B2B va commencer à consulter ses emails, va commencer à chercher et à mener sa réflexion d'achat sur des appareils mobiles quand il aura le temps entre 2 rendez-vous ou chez lui le soir devant la télé. Donc la clé pour bien communiquer sur les réseaux sociaux et plus globalement pour bien communiquer sur Internet, c'est de changer vraiment la manière de vendre que vous avez, enfin même d'aller plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui vous ne devez plus vendre. L'acheteur attend de vous que vous le guidiez dans sa réflexion d'achat. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'acheteur, il a les informations dont il a besoin à portée de clic sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet, et il va préférer aller les chercher quand il a le temps, quand il en a le besoin. Il va vouloir mener sa réflexion d'achat à son rythme. Et vous, votre rôle, ça va pas être de l'interrompre et de l'appeler ou essayer de lui envoyer des emails qu'il n'a pas sollicités pour lui pousser des informations qu'il n'a pas demandées. Votre rôle, ça va être plutôt de l'aider dans cette réflexion d'achat. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux doivent vous permettre, comme votre site internet, comme le référencement, comme les emailing, les réseaux sociaux doivent vous permettre justement de guider l'acheteur en B2B dans sa réflexion d'achat. La clé de tout ça, effectivement, c'est la personnalisation et la contextualisation. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Vous avez dû, sans doute tous ici présents, avoir déjà entendu la fameuse punchline envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. On peut croire que c'est un message marketing qui peut servir à certaines agences comme la nôtre de vendre à vendre leurs services. C'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, la clé, c'est ça. C'est si vous voulez convaincre un acheteur en B2B et même un acheteur en B2C de vous faire confiance, vous devez lui envoyer le bon message au bon moment, et ça justement on va voir derrière comment on peut faire ça sur les réseaux sociaux. Forcément ça demande du temps et de l'information, comme on commençait à vous l'introduire tout à l'heure, la prospection commerciale aujourd'hui n'est plus seulement l'affaire du commercial seul, c'est aussi l'affaire du marketing. En fait le commercial, pour avoir cette approche personnalisée et contextualisée envers ses prospects, il a besoin de temps, il a besoin d'informations, il doit se consacrer justement aux leads qui sont les plus matures. Et c'est là qu'on voit que effectivement marketing et commercial doivent collaborer pour bien communiquer sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre site web, que ce soit par email. Le commercial, voilà, il doit se consacrer au traitement des leads les plus matures. Sébastien, je te laisse compléter cette slide. Tout l'intérêt, moi j'ai aucun
aucun mal à exprimer. Moi, mon métier de vendeur, j'ai fait pendant des années avec des techniques dites traditionnelles, j'ai perdu plus de la moitié de mon temps finalement, parce que de la moitié de mon temps, je parlais avec des gens qui n'étaient pas prêts à m'écouter, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'étaient pas prêts à acheter, parce que c'était pas, il n'y a pas de budgétaire, ou c'était parce que le produit pouvait faire sens, mais c'était pas la priorité du moment. Donc, toutes ces choses, effectivement, qu'on va vous montrer, c'est pour arriver à aligner tous ces éléments-là pour faire que le commercial, demain, ne parle qu'avec des gens qui sont dans une réflexion ou dans une intention d'achat ou dans un projet avancé avec leur entreprise. Et l'idée de tout ce que l'on fait aujourd'hui, la génération de leads, c'est ça. Ça, c'est le rôle du commerce. Et à l'inverse, le rôle de la partie marketing, ça va être plutôt, elle, d'arriver à générer ces leads-là de par la présence en ligne. Donc, Ludovic a parlé tout à l'heure du référencement, du site internet, des réseaux sociaux. C'est vraiment l'objectif. Le commerce gère des gens qui sont des leads et ces leads-là sont générés par la partie marketing. C'est ça, c'est exactement la slide de derrière. Donc en fait, tout à l'heure, on vous disait que les réseaux sociaux, moi j'en avais un usage marketing et Sébastien en avait un usage commercial. Bah, c'est ici que ça se traduit, c'est que le marketing doit aujourd'hui générer des leads qui sont qualifiés et matures, c'est-à-dire des leads qui en fait mené entre les 65 et 90% de réflexion d'achat qu'on a vu tout à l'heure dans les statistiques. Le marketing va utiliser les réseaux sociaux et Internet dans sa globalité pour générer des leads qualifiés et matures. Et Sébastien, lui, en tant que commercial, ces leads-là, vous allez transmettre aux commerciaux qui, eux, vont commencer à avoir une approche personnalisée et contextualisée par téléphone et par email derrière pour les convertir en clients. Ça, c'est vraiment la clé. Donc, forcément, marketing et vente doivent collaborer. On arrête de se battre. On arrête la boxe. Voilà, on arrête de se battre. C'est vrai que s'il y a des marketeurs et il y a des commerciaux qui assistent à ce webinaire, bah forcément, vous avez bossé dans des entreprises en B2B et vous avez vu que les relations entre le marketing et le commercial sont pas toujours roses, clairement. Même nous, ce qu'on rencontre vraiment chez nos clients, c'est que le marketing va générer des leads de son côté, va les transmettre au commercial, mais les leads ne seront pas suffisamment qualifiés et pas suffisamment matures, et du coup, le commercial ne va pas les traiter ou va essayer de les convertir en clients et ne va pas réussir. Et du coup, derrière, il y a des tensions qui vont apparaître. Le commercial va commencer à critiquer la qualité des leads générés par le marketing, va commencer à critiquer les actions menées par le marketing. Et le marketing, ne comprenant pas pourquoi le commercial n'arrive pas à convertir ses leads en clients, va commencer à blâmer les compétences du commercial, va commencer à dire que le commercial travaille pas assez, qu'il traite pas les leads qu'on lui donne et qu'il n'est pas de bonne foi finalement. Et on commence à avoir vraiment des tensions entre les deux services. Donc là, si vous voulez que ça marche, que ce soit la communication, le marketing digital dans sa globalité ou que ce soit la communication sur les réseaux sociaux, vous devez vraiment collaborer main dans la main, marketing et commercial. Ça, c'est un point important. Pour générer des leads qui soient qualifiés, vous devez tout simplement, marketing et commercial, définir un profil de leads idéal. Finalement, quel est votre prospect idéal? Ça, c'est ce qu'on appelle les personas. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler des personas. À tort, on les appelle souvent des personas marketing. C'est une vraie erreur parce que finalement, le persona, qui est votre profil type de prospect idéal, vous devez le définir avec le commercial. Ça, c'est vraiment un point qui est important, puisque c'est le commercial qui va derrière convertir. Voilà. Et c'est effectivement la première étape et les premières questions à se poser en interne chez vous, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un prospect qualifié, qu'est-ce qu'un lead entre le marketing et la vente. Et c'est vrai que, comme je vous dis, on rencontre beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a des tensions entre le marketing et la vente. La simple et bonne raison, elle est très basique, mais quand on pose la question au marketing et quand on pose la question au vendeur, c'est quoi votre client idéal? On a des définitions différentes à l'intérieur du service marketing et encore plus à l'intérieur du service commercial. Et fatalement, si les deux ne sont pas alignés, on arrive avec des leads qui ne sont pas forcément les plus mûrs, les plus matures. Voilà, donc là, on va pas rentrer dans les détails de la définition des personas parce que c'est pas le sujet. On va vraiment rentrer sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à aller sur notre blog ludosln.net. On vous décrit toutes les étapes justement pour définir les personas de manière efficace. Un autre point qui est important pour éviter les tensions entre le marketing et la vente, c'est aussi de définir des objectifs qui soient alignés. Chaque entreprise en B2B va avoir un objectif en termes de chiffre d'affaires qui va se traduire en objectif en termes de clients signés ou en termes de chiffre d'affaires signé par commercial. Ça, c'est efficient, c'est présent dans toutes les entreprises en B2B. Et derrière ça, faut réussir à traduire ces objectifs commerciaux en objectifs marketing. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, le marketing va générer des leads qualifiés et matures pour les commerciaux. Et derrière, c'est le commercial qui va rappeler ces leads qualifiés et matures pour les convertir en clients. Et c'est comme ça qu'on va atteindre le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il est important de définir pour le marketing des objectifs marketing, donc le nombre de leads que vous devez générer
pour les commerciaux et le nombre de visiteurs du coup que vous devez attirer tant sur vos réseaux sociaux que sur votre site internet pour générer ce nombre de leads-là. C'est exactement ça, nadège-ludo-sln.net, le site. Donc les objectifs, c'est important. Tout ça, vous allez le concilier dans ce qu'on appelle un SLA. Un SLA, c'est un Service Level Agreement. Concrètement, c'est une charte entre le marketing et le commercial où le marketing s'engage à générer un certain volume de leads pour les commerciaux et les commerciaux d'ailleurs vont s'engager à contacter ces leads dans un certain délai et à faire un feedback au marketing pour que on puisse justement convertir le plus souvent possible ces leads-là en clients. Maintenant qu'on a vu les prérequis, on va voir pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux. Si vous êtes présent ici, vous êtes assez nombreux, 200, et on vous remercie beaucoup d'être présent à ce webinaire. Vous avez conscience de ces avantages-là, donc on va les balayer rapidement. Mais déjà, le premier avantage des réseaux sociaux, c'est que ça va vous permettre de mener une veille marché en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire des études marché papier, de faire des sondages, de faire des choses comme ça. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez dans les groupes où sont présents vos clients, vous allez suivre les comptes de vos concurrents et vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour bâtir votre stratégie marketing et commerciale en quelques heures, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment un point important. Si vous démarrez sur les réseaux sociaux, commencez pas à réfléchir à votre stratégie, allez déjà voir ce que font vos concurrents en B2B et vous allez voir qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des pratiques qui fonctionnent très bien, il y a des pratiques qui fonctionnent moins bien, mais tout ça, vous pouvez le voir en quelques clics et en une demi-journée, vous avez fait un benchmark de ce qui se passe en B2B et vous avez déjà une idée plus ou moins précise de la stratégie réseaux sociaux que vous pouvez mettre en place. Le deuxième avantage, c'est que les réseaux sociaux, vont vous permettre de comprendre l'acheteur en B2B. On l'a vu tout à l'heure, l'acheteur, il était autonome dans sa réflexion d'achat et ça, forcément, ça complexifie en fait sa réflexion, ça complexifie ses comportements. Et donc, vous avez besoin de le connaître en détail. On l'a vu tout à l'heure avec les personas notamment. Donc, les réseaux sociaux peuvent vous permettre ça. En ayant une communauté sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en participant à des groupes de discussion, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, on verra les réseaux sociaux qui sont pertinents en B2B. Tout à l'heure, vous allez avoir des informations sur les acheteurs. Un autre avantage, c'est que ça va vous permettre aussi de mettre en place un SAV en direct. On passe rapidement, mais il y a beaucoup de nos clients en fait qui gèrent suffisamment bien les réseaux sociaux pour finalement mener leur SAV directement sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux entreprises technologiques et innovantes, les SS2I notamment, qui peuvent mener justement leur SAV, proposer un état de leur service sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point qui peut vous permettre de gagner du temps et de l'argent et aussi de fidéliser vos clients. Les réseaux sociaux, naturellement, vous permettent de renforcer l'image de marque de votre entreprise. Vous êtes présent sur différents réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer H24, 7 jours sur 7 envers vos clients et vos prospects. Donc, du coup, forcément, ça va renforcer votre image de marque. Et un point important, ouais, vas-y Sébastien, si tu veux prendre. Un point extrêmement important. La présence dans tous ces groupes et tous les posts que vous allez pouvoir faire, les likes, etc., lorsqu'on parle de Facebook et LinkedIn notamment, ça va vous permettre effectivement de vous positionner comme un expert visible. Et quand vous êtes expert visible, vous donnez de l'information qui est à valeur ajoutée et finalement, vous allez arriver dans les top 3 de la réflexion des personnes en se disant mais je cherche une information, où est-ce que je peux la trouver? Ah oui, c'est vrai qu'il y a cet expert-là qui dit des choses intéressantes, qui a déjà répondu à des questions dans les groupes dans lesquels je suis. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir être visible par des milliers de personnes sans forcément les connaître, mais que eux vous connaissent, reconnaissent votre expertise et finalement face à un lien direct entre votre présence sur les réseaux sociaux, vos sites internet, vos offres, vos services, et que derrière vous puissiez, de par cette expertise sur les réseaux sociaux, attirer du monde et générer des leads sur votre site. Il y a Jean-Baptiste qui pose une question de quel type d'information parlons-nous quand on parle d'information depuis tout à l'heure dans ces bénéfices-là. C'est justement ce qu'on va vous présenter dans les prochaines slides. On va déterminer sur quels réseaux sociaux vous devez communiquer, aussi quel type de contenu vous devez partager, donc quel type d'information vous devez partager sur les réseaux sociaux pour attirer des leads et aussi pour les convertir en clients. Donc on a vu dans le sondage auquel vous avez participé tout à l'heure que notamment pour certains d'entre vous, un des principaux challenges que vous aviez, ça se dit ça, un des principaux challenges ou un des principaux challenges? Un des principaux challenges, on dit les deux. Un des principaux challenges que vous aviez, c'était le manque de stratégie documentée et ça c'est vraiment un point qui est important. On rencontre pas mal d'entreprises en B2B qui vont nous appeler au bout de 6-12 mois d'essai sur les réseaux sociaux et qui vont nous dire j'ai tout essayé sur les réseaux sociaux, ça marche pas. La première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous avez une stratégie? Oui, j'ai une stratégie dans ma tête. Clairement, vous n'avez pas de stratégie. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Vous devez avoir une stratégie qui est documentée. Je crois que c'est la slide suivante. Pour bien communiquer sur les réseaux sociaux,
Il suffit pas de poster des trucs de temps en temps quand vous avez 5 minutes et vous allez vous dire, bah voilà, là j'ai 5 minutes entre deux rendez-vous, je sais pas quoi faire, je vais prendre mon smartphone ou je vais prendre mon ordi portable et je vais partager un de nos articles sur Twitter ou LinkedIn et on verra si ça génère des prospects. Ça fonctionne pas. Faut de la régularité, faut de l'organisation, faut une stratégie éditoriale. Donc voilà. Et tout ça, vous allez le regrouper dans ce qu'on appelle une stratégie documentée. Ça, c'est vraiment un point important. Vous ne pouvez pas avoir de stratégie dans votre tête. Si vous voulez que ça marche, vous devez avoir une stratégie qui soit documentée, donc une stratégie qui soit écrite. Je vois deux avantages à avoir une stratégie documentée. La première, c'est que ça va vous engager envers vous-même. Plutôt que de vous dire, enfin, si vous n'avez pas de stratégie documentée, vous avez une stratégie dans votre tête, vous savez que vous devez communiquer sur LinkedIn et Facebook notamment, ou que vous devez publier 2 à 3 fois par semaine, et vous n'allez pas être suffisamment organisé pour le faire de manière rigoureuse, j'ai envie de dire. Et je sais parce que moi j'ai commencé comme ça. Au départ, je savais sur quels réseaux sociaux je devais communiquer, je savais quel contenu je devais partager, mais comme j'avais pas de stratégie documenté, que j'avais pas de calendrier éditorial notamment, bah, je publiais quand j'avais un peu de temps. Et puis bah, au départ, effectivement, j'arrivais à publier 3-4 fois par semaine. Et puis après, je suis descendu à 2. Puis après, je suis descendu à une publication par semaine. Et puis après, je publiais une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois. Et je vois bah, finalement qu'il n'y avait pas de résultat. Le deuxième avantage d'avoir une stratégie documentée, c'est que si demain il y a une personne, bah, je crois que c'est ce qu'Alexis complète, et c'est vraiment le deuxième point que je voulais aborder, c'est que s'il y a un collaborateur qui vous rejoint demain, que ce soit un stagiaire ou que ce soit un nouveau responsable marketing ou un chargé de communication, il aura toutes les informations pour comprendre directement comment communiquer sur vos réseaux sociaux. Et c'est aussi valable pour un nouveau commercial. Les commerciaux doivent aussi communiquer sur les réseaux sociaux pour attirer les prospects parce que finalement, vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Bah, dès que vous avez un nouveau collaborateur, vous lui transmettez cette stratégie documentée. Il sait quel contenu il peut partager sur les réseaux sociaux, sur quel contenu il doit, sur quels réseaux sociaux il doit communiquer. Donc ça, c'est vraiment un point important qui va vous permettre de gagner du temps et forcément de l'argent derrière. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une stratégie documentée? Bah, forcément, on va remettre les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Combien de leads vous devez générer depuis les réseaux sociaux? Du coup, combien de publications vous devez publier chaque semaine pour générer ce nombre de leads? Combien de fans vous devez avoir sur les réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment des objectifs marketing des objectifs marketing et commerciaux que vous devez fixer dans votre stratégie. Ensuite, vous allez devoir définir les bons réseaux sociaux pour bien communiquer. Ça, c'est un point vraiment important quand on fait des webinaires comme celui-ci, où on fait des conférences ou des formations sur les réseaux sociaux. Généralement, les gens sont hyper enthousiastes, ils vous disent « Ok, j'ai bien compris pourquoi il faut communiquer sur les réseaux sociaux, j'ai bien compris comment faire, j'y vais, je pars à fond. » Et ils commencent à créer des comptes sur sur tous les réseaux sociaux qui existent, sans chercher à savoir s'ils sont pertinents ou pas. Et du coup, ils se retrouvent avec 5, 6, 7 réseaux sociaux qui vont réussir à alimenter pareil pendant une semaine, 15 jours, parce qu'ils ont un peu de temps, ils sont enthousiastes et ils ont la motivation. Maintenant, on sait que la motivation, bah forcément, ça se perd. Après, une fois qu'on a découvert un nouveau concept, on perd de la motivation, on est moins motivé, on voit qu'on a communiqué sur 7-8 réseaux sociaux pendant quelques semaines. Il n'y a pas de résultat parce que mine de rien, pour avoir des résultats sur les réseaux sociaux, il faut attendre plusieurs mois et non quelques semaines. On commence à se lasser et puis du coup, on va laisser tomber ces réseaux sociaux petit à petit et on se retrouve avec des réseaux sociaux qui sont déserts. Et ça a plutôt un impact négatif sur votre image. Là, je m'embarque dans une phrase que je ne vais pas maîtriser, mais en gros, il vaut mieux ne pas avoir de réseaux sociaux que d'avoir des réseaux sociaux qui ne sont pas alimentés. Si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter et que la dernière publication est de 2014, clairement, vous envoyez un signal très très mauvais à vos clients et prospects. Et donc, vous ne devez pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous devez définir déjà un nombre de réseaux sociaux que vous allez pouvoir gérer efficacement. Comment on fait ça? Bah, tout simplement, vous allez faire un inventaire des ressources que vous avez en interne pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, bien entendu, vous allez avoir les ressources financières qui vont vous permettre de faire de la publicité, d'organiser des jeux concours, de faire diverses promotions. Ça, c'est les ressources qui sont assez évidentes. Mais vous allez devoir aussi faire un inventaire de vos ressources humaines. Combien de personnes aujourd'hui peuvent gérer les réseaux sociaux chez vous? Combien de temps peuvent-elles passer sur les réseaux sociaux chaque semaine, chaque jour? Et ça va vous donner déjà un ordre d'idée du nombre de réseaux sociaux que vous pouvez gérer efficacement. Très clairement, pour une PME qui est en B2B, si vous n'avez pas, si vous avez un service marketing où il y a entre 1 et 3 personnes qui peuvent gérer les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas gérer plus de 3 réseaux sociaux de manière efficace. Ça, c'est un point important. Et vous devez aussi faire un inventaire de vos compétences. On voit qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent vraiment régulièrement. Je pense à Snapchat, même si c'est assez ancien, mais en B2B, c'est un réseau social qui est encore très peu utilisé. Bah, si demain vous vous dites je vais communiquer sur Snapchat et c'est cette personne-là qui va gérer Snapchat à temps plein, donc c'est très bien, c'est efficace. Et, sur le papier, elle peut normalement gérer efficacement ce réseau social-là, mais qu'elle ne le connaît pas, elle n'a pas les compétences pour le faire, bah forcément les résultats ne seront pas bons. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc vous faites
un inventaire de vos ressources financières et humaines, et du coup, vous êtes capable de déjà déterminer le nombre de réseaux sociaux que vous pouvez gérer de manière efficace. Et puis Une fois que vous avez ça, tu parlais d'efficacité, Ludovic, oui, aussi, vas-y. juste un mot par rapport à ça, c'est que on parlait tout à l'heure des ressources qui sont employées finalement, et le commercial aussi, que moi je suis aujourd'hui encore, utilise ces outils-là pour faire son travail de gestion de prospects et de clients. La partie analyse aussi est importante pour vous. C'est-à-dire que Ludovic disait que je n'allais pas se lancer sur tous les réseaux sociaux en une seule fois et les laisser désert après. Il va être aussi important effectivement de les alimenter, mais surtout d'analyser et de comprendre. Et la stratégie documentée vous aide aussi en cela, de comprendre que tiens, on a plus posté ou des choses qui étaient plus pertinentes, qui répondaient vraiment aux problématiques de nos personas, et on va en parler juste après, et on se rend compte qu'effectivement on a plus cartonné, on a eu plus de visites sur le site, on a eu plus de leads, on a eu plus de gens qui sont venus et qui sont rentrés par les réseaux sociaux. Donc l'analyse aussi est extrêmement importante pour comprendre et répliquer finalement ce qui a bien fonctionné pour vous et pour attirer des leads. Oui, effectivement, c'est un point important. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous savez combien de réseaux sociaux vous pouvez gérer efficacement. Il y a Jean-Baptiste, je crois, qui me demandait de traduire gérer efficacement. Quand je dis gérer efficacement, c'est tout simplement de communiquer suffisamment fréquemment et de manière suffisamment optimale pour générer du retour sur investissement, mais c'est justement ce qu'on va vous présenter dans les slides suivantes. Donc en fonction de vos ressources, vous avez déterminé si vous pouvez gérer 1, 2, 3, 4, 5 réseaux sociaux. Vous pouvez gérer 1, 2, 3, 4, 5 réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir, en fonction de vos objectifs et en fonction des personas que vous allez avoir définis au préalable, définir quels sont les réseaux sociaux qui sont le plus efficaces, qui sont le plus adaptés à votre cible en B2B. On va vous donner quelques pistes. Clairement, on ne va pas réinventer la poudre ici, ou le moulin, ou l'eau chaude, ou je ne sais pas quoi. On ne va rien réinventer. Finalement, les réseaux sociaux en B2B, on se rend compte que c'est quasiment toujours les mêmes, les réseaux sociaux les plus efficaces. Donc d'abord, il y a Facebook. Clairement, Facebook, c'est incontournable. Il y a beaucoup d'entreprises en B2B qui vont nous dire non, Facebook, c'est pour la vie privée. Donc nous, en B2B, on ne l'utilise pas. Mais aujourd'hui, Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs. Et donc concrètement, les décideurs en B2B, y sont. Maintenant, il faut faire vraiment attention au contexte. C'est ce que je dis justement en bas de la slide. C'est que oui, vous pouvez communiquer sur Facebook si vous êtes en B2B, car les décideurs y sont, mais vous devez communiquer de la bonne manière. C'est-à-dire que le décideur qui est présent sur Facebook, quand il est connecté à Facebook, il n'attend pas la même chose que quand il est connecté à LinkedIn ou quand il est connecté à sa boîte mail professionnelle. Il vient pour se divertir, il vient pour s'aérer l'esprit ou éventuellement pour se former sur des sujets qui l'intéressent. Donc vous devez lui parler avec le bon langage, sur le bon ton, et vous devez lui transmettre l'information sous le bon format pour qu'il puisse se divertir, pour qu'il puisse passer entre guillemets un moment plus léger qu'au boulot finalement. Donc ça, c'est un point important, et vous avez une statistique, là c'est pareil, vous avez les liens sur notre site, les liens, on a rédigé un article qui s'appelle quels réseaux sociaux choisir en B2B. Je pense que vous tapez ça sur Google, vous allez nous retrouver, on ne doit pas être si mal positionné que ça en première page. Sinon, vous allez sur ludosn.net, vous tapez quels réseaux sociaux choisir en B2B et vous allez avoir l'article et vous allez retrouver les liens des statistiques qu'on va vous présenter ici. Mais voilà, 84% des marketeurs en B2B utilisent Facebook pour partager leur contenu. Donc ça, c'est une statistique assez intéressante. Ensuite, vous allez avoir Twitter. Twitter, c'est pareil, c'est un réseau social qui est très très utilisé en B2B. 85% des marketeurs en B2B l'utilisent. Un marketeur B2B sur 2 considère que Twitter est un levier pertinent. Donc il y a les pour, il y a les contre. Là, c'est assez partagé. Je vous laisserai juger par vous-même. 53% des marques présentes sur Twitter évoluent dans les domaines de l'information et de la communication. Ça, c'est aussi un point intéressant. Si vous êtes en B2B, pensez vraiment à votre domaine d'activité. C'est vrai que les personnes qui sont connectées à Twitter sont des personnes qui sont déjà assez matures sur le sujet du digital finalement. Donc c'est vraiment les entreprises. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises innovantes et technologiques, donc on leur recommande quasiment 100% du temps de communiquer sur Twitter. Maintenant, si vous êtes présent dans des domaines industriels ou des domaines autres que l'information et la communication et l'informatique ou toutes ces choses-là, le numérique en général, ça peut être à réfléchir justement, est-ce que vous devez utiliser Twitter ou non. Et enfin, vous avez inévitablement LinkedIn, qui est le réseau social leader, réseau social professionnel leader. Clairement, 91% des marketeurs en B2B utilisent LinkedIn. Pour les 9% qui ne le font pas, soit ce sont des exceptions et ils ont analysé les choses et c'est très bien, et ils ont pris la décision, c'est top. Mais je pense que c'est plutôt 9% qui ne sont pas du tout matures sur le sujet du marketing digital et qui du coup passent à côté d'opportunités sans doute très très importantes.
40% des acheteurs en B2B se renseignent sur LinkedIn avant d'acheter des services liés à la technologie, au numérique, au digital. Ça aussi, c'est un point important. Et 65% des marques présentes sur LinkedIn ont déjà gagné des clients. Donc voilà, les statistiques sont vraiment importantes. Donc en gros, nous, ce qu'on vous recommande et ce qu'on recommande, là c'est pareil, c'est une tendance, c'est vraiment à valider en fonction de vos cibles, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre marché. Mais les 3 réseaux sociaux qu'on présente vraiment, enfin qu'on préconise quasiment 100% du temps à nos clients en B2B sont Facebook, Twitter et LinkedIn. Maintenant, moi j'ai une vision assez tranchée sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une entreprise en B2B peut utiliser n'importe quel réseau social. Il suffit simplement qu'elle fasse preuve d'imagination et qu'elle parvienne justement à communiquer de la bonne façon en fonction de sa cible. Donc je pense que vous pouvez vraiment communiquer sur tous les réseaux sociaux, même si c'est là, pour moi, c'est les 3 principaux. Maintenant, gardez toujours à l'esprit de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et de justement définir un nombre raisonnable de réseaux sociaux que vous pouvez gérer. Et du coup, vous allez naturellement devoir sélectionner les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents et vous allez forcément retomber sur Facebook, Twitter et LinkedIn la plupart du temps. Donc, combien de fois par jour il faut publier sur LinkedIn, idéalement dans un contexte B2B? Sur LinkedIn, il faut différencier 2 choses. Il y a les pages entreprises et il y a les comptes personnels. Donc sur une page entreprise, on dit généralement qu'il faut communiquer une fois tous les 15 jours minimum pour avoir déjà des premiers résultats. Et sur un compte personnel, donc un compte en votre nom propre, en fait, vous devez communiquer au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais ça, c'est pareil, c'est des tendances et c'est justement ce que je vais détailler sur cette slide-là. C'est que maintenant que vous savez combien de réseaux sociaux vous pouvez gérer et quels réseaux sociaux sont les plus pertinents selon vous, en fonction de votre cible et de vos objectifs et de votre marché, vous allez devoir déterminer quel type de contenu vous allez partager sur ces réseaux sociaux-là et à quelle fréquence et quand vous allez devoir publier. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Donc ça, c'est pareil, vous allez retrouver des tendances un peu partout. Nous, on a rédigé des articles sur le sujet. Vous tapez « Quand publier sur les réseaux sociaux en B2B » sur notre site web et vous allez trouver des informations. Généralement, on dit qu'il faut communiquer sur Twitter au moins 4 fois par jour pour avoir des résultats. Sur Facebook, on tourne à 1 fois par jour à peu près. Et sur LinkedIn, je vous le disais tout à l'heure, c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est vraiment des tendances et c'est ce qu'on préconise le plus souvent à nos clients, mais on voit qu'il y a vraiment des variations selon les personas, selon les objectifs, selon aussi les ressources que vous avez en interne. Si vous avez qu'une personne qui peut gérer les réseaux sociaux en interne et qu'elle peut y passer, je ne sais pas, 2 heures par semaine et que finalement vous avez décidé d'investir Facebook, LinkedIn et Twitter, vous n'allez pas pouvoir communiquer 4 fois par jour sur Twitter et 2 à 3 fois par semaine sur LinkedIn et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des points à réfléchir, c'est des points qui vous sont propres. Donc vous allez pouvoir trouver des tendances pour commencer votre stratégie sur les réseaux sociaux, mais derrière, vous allez devoir faire des analyses qui vont vous permettre de voir si vous communiquez trop ou si vous communiquez trop peu. Ça, c'est vraiment un point important. C'est que oui, vous avez des tendances, mais derrière, il faut les valider par des statistiques et par l'analyse des données. C'est aussi à ça que sert la stratégie documentée, finalement, c'est de définir les objectifs, définir les indicateurs à suivre, et du coup, vous pouvez analyser vraiment en temps réel vos actions. Donc voilà, maintenant les questions à vous poser pour bâtir votre ligne éditoriale, ça va être déjà de déterminer quel type de contenu vous allez publier sur chacun de ces réseaux sociaux. On reviendra dessus tout à l'heure, on va vous présenter justement la réflexion d'achat en B2B, comment elle se présente et du coup quel contenu vous devez partager. Les thématiques que vous devez aborder, c'est pareil. Pour la fréquence, on vient de répondre à la question, il y a des standards. Maintenant, vous devez vraiment, si vous n'avez pas d'antécédents, j'ai envie de dire, d'historique sur les réseaux sociaux, vous partez de ces standards-là, mais du coup, vous allez devoir analyser vos statistiques pour pouvoir voir si c'est la bonne fréquence. Les statistiques à analyser, c'est très simple, hein, c'est le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, c'est quoi? C'est le nombre de réactions, que ce soit des j'aime, des commentaires, des partages, divisé par le nombre de vues. Donc vous allez avoir ça, le taux d'engagement, vous allez avoir forcément le nombre de j'aime, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues qui joue beaucoup. Et en fait, vous allez vous rendre compte, notamment sur Facebook, que si vous publiez un peu trop, bah, votre nombre de vues va commencer à baisser. Et du coup, vous allez vous retrouver à publier, je ne sais pas, 8 posts par semaine qui seront vus par 100 personnes, ça fera 800 vues au total. Et si vous publiez simplement 4 publications dans la semaine, bah, vous allez peut-être avoir 300 ou 400 vues, ce qui représente 1600 vues finalement sur la semaine. Donc vous êtes mieux à publier que 4 publications que 8, parce que la portée est plus importante quand vous êtes à 4 ou 8. C'est comme ça que vous allez pouvoir définir quelle est la fréquence justement à laquelle vous devez publier. Et ensuite, quelles animations vous prévoyez justement pour bâtir une communauté? Là, c'est pareil, on a vu dans les challenges que vous aviez tout à l'heure que un de vos challenges principaux, c'était de bâtir une communauté qui soit qualifiée. Pour ça, vous allez devoir envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, enfin, juste dans la slide qui suit. Et vous allez devoir, j'ai oublié ma phrase, Sébastien, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas.
C'est pas grave. Oui, vous allez devoir déterminer quelles animations en fait vont vous permettre de d'acquérir vos premiers fans. En fait, que si vous créez demain ou tout à l'heure là, à l'issue de ce webinaire-là, une page Facebook pour votre entreprise, pour avoir ne serait-ce que les 50 premiers fans, vous allez déjà devoir ramer pas mal parce que Facebook met tout en œuvre pour que très concrètement vous passiez par de la publicité. Donc si vous n'avez pas un planning d'animation, que ce soit des jeux concours, que ce soit peut-être des événements, des Facebook Live ou des choses comme ça, vous allez avoir vraiment du mal à avoir vos premiers fans. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est de déterminer quelles animations en fait vont vous permettre de booster un petit peu le nombre de fans ou d'abonnés sur vos comptes réseaux sociaux. Pour le contenu, envoyez le bon message au bon moment, le tableau périodique du marketing du contenu qu'on a publié sur notre site internet, en gros là vous avez tous les formats de contenu que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et tout, entre guillemets, toutes les thématiques que vous pouvez aborder en B2B. Donc là vous voyez en termes de format, vous avez les articles, vous avez des présentations slides, vous avez de la vidéo, de l'infographie par exemple. Et en termes de contenu, vous avez des tutoriels, des critiques, des questions, des astuces, des bonnes pratiques, ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment un tableau périodique qui peut vous permettre de déterminer je crois que c'est en bleu, bleu ciel. Quels réseaux sociaux vous pouvez utiliser dans votre stratégie de communication. Vous avez en bleu, qu'on appellera bleu turquoise, le format des contenus que vous pouvez publier sur ces réseaux sociaux-là. Et en bleu marine, la thématique des contenus que vous pouvez aborder. Et vous avez en rose, vous avez tous les indicateurs de performance en rose et violet, je crois. Vous avez tous les indicateurs de performance. Tout à l'heure, on nous demandait justement quels indicateurs suivre pour valider que nos stratégies réseaux sociaux est pertinente. Vous avez en violet et en rose toutes les informations dont vous avez besoin pour déterminer ces indicateurs-là. Le tableau périodique, pareil, vous tapez sur Google tableau périodique marketing contenu, on doit être premier sur le sujet pour trouver le tableau, vous l'imprimez. Enfin, souvent nos clients font ça, on arrive chez eux, ils ont le tableau à la place du Superman que moi j'ai au-dessus, ils ont le tableau périodique du contenu, donc ça c'est top. N'hésitez pas à le relayer ou à le partager, à l'imprimer, à le mettre dans votre bureau, ça sera toujours utile. Donc voilà, une fois que vous allez avoir déterminé votre ligne éditoriale, donc quelle fréquence vous devez publier, quelle thématique, quel format vous allez publier sur les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux vous allez utiliser, vous allez tout simplement bâtir un calendrier, comme on voit ici un petit exemple en fond. Un calendrier prévisionnel sur nous, généralement, comment on fonctionne chez nos clients, on fonctionne comme ça, c'est qu'on va faire un calendrier vraiment prévisionnel sur les 12 mois, où là, en gros, on va mettre les grosses dates. On a des salons professionnels, on a éventuellement des actus, ça peut être la Coupe du Monde de football, ça peut être la Saint-Valentin, ça peut être des choses comme ça va vous déterminer les événements qui sont le plus pertinents pour vos stratégies B2B. Donc là, vous allez bâtir votre calendrier prévisionnel sur les 12 mois, en gros les événements importants des 12 mois. Ensuite, vous allez rentrer plus dans les détails pour les 30 prochains jours, déterminer vraiment quel contenu, quelle thématique vous souhaitez aborder dans ce mois-là. Et nous, ce qu'on fait vraiment pour nos clients, c'est que tous les vendredis ou tous les lundis, selon les clients, on va bâtir le calendrier de la semaine et donc très précisément quel post on va publier, quel jour et à quel moment, à quelle heure. Voilà, ça, c'est un point essentiel, c'est d'avoir votre calendrier. Ça, c'est pareil, tout à l'heure, je disais, la stratégie documentée va vous permettre de vous engager. Si vous n'avez pas de calendrier éditorial, vous allez vous dire, oui, je dois publier 2 fois par semaine, mais vous n'allez pas avoir le temps, vous allez faire ça en tâche de fond quand vous avez 5 minutes, et puis vous allez voir que ça va vraiment squeezer. Si vous avez un calendrier éditorial et que vous si même vous pouvez vraiment caler vos créneaux de publication sur les réseaux sociaux dans votre agenda, là vraiment vous allez pouvoir vous engager et vous allez voir que vous allez gagner vraiment en régularité. Voilà, Google Agenda par exemple, ça peut être top pour faire ça. Vous mettez tous vos posts là-dessus et vous savez que le lundi à 8h30, vous allez publier quelque chose et vous savez déjà ce que vous allez publier. Moi, ce qui m'est arrivé pendant très très longtemps quand je faisais pas tout ça, c'est que je savais que le mardi, je devais rédiger un article de blog où je devais publier sur Facebook ou LinkedIn et j'arrivais au moment fatidique de publier et je me disais, mais qu'est-ce que je publie? Donc je sais quelle thématique je dois aborder, tout ça, mais j'avais aucune idée concrètement de ce que j'allais publier. Et donc du coup, je perdais du temps à réfléchir à ce que j'allais publier. Et ça, quand on est une PME, qu'on est en B2B, du temps, on n'en a pas beaucoup. C'était aussi un des challenges que vous aviez tout à l'heure, le manque de temps. Voilà, pour gagner du temps, vous avez votre calendrier, vous savez que tel jour à telle heure, vous avez publié des choses. Vous avez des outils de gestion des réseaux sociaux qui vont vous permettre de planifier directement vos posts. Donc là, vous pouvez vraiment gagner du temps à ce niveau-là. Donc maintenant, on va voir comment générer des leads, maintenant que vous avez votre stratégie documentée. Oui, vas-y Sébastien. Non, je vois, c'est le nerf de la guerre finalement. Sébastien. Ouais, je dis que c'est le nerf de la guerre finalement, générer des leads, c'est important et c'est finalement la métrique qui va être la plus importante pour le marketing et pour les ventes et d'arriver finalement avec les outils réseaux sociaux à générer des leads. Pour ça, effectivement, il va falloir créer ce contenu-là, comme on l'a vu par rapport à tout ce que vient d'expliquer Ludovic. Et donc sur la slide d'après, sur la grande attention, comment générer des leads, on va devoir créer et partager ce contenu avec votre réseau, inciter les gens aussi à le partager encore plus pour qu'il soit encore plus visible par rapport à tout ce que vous pouvez
ciblés comme type de prospect. Rechercher des contacts aussi. Donc ça, c'est plus par rapport à une démarche vraiment proactive sur de la part de la partie vendeur, où on va effectivement cibler soit des groupes de discussion, soit des personnes en particulier. On identifie dans leur profil que ou dans les groupes qu'il y a des sujets, des thématiques auxquels nos contenus répondent, et on va pouvoir proposer des solutions par rapport à ces problématiques-là. Les groupes de discussion et participer, on parlait tout à l'heure de l'image d'expert que vous devez avoir sur les réseaux sociaux, même thématique, vous pouvez prendre une partie de vos contenus et expliquer en quoi vos contenus vont pouvoir aider les personnes qui se posent des questions, ou même partager directement les articles dans ces groupes de discussion et participer. Et préparer un plan de discussion, c'est également important, parce que je pense notamment à LinkedIn, où Ludovic et moi, par exemple, on reçoit pas mal de demandes de contacts, ou même parfois des demandes ou des propositions de services. LinkedIn, c'est pas votre CRM en fait. C'est pas le CRM ouvert au monde entier où on va dire tiens, il y a des DG de PME qui font des piscines. Moi, j'ai un produit très bien pour les piscines et je vais leur proposer de leur vendre ça. On n'est pas dans ce cadre, dans le cadre d'un réseau social. On est là pour finalement discuter. Hein, le côté social de réseau social, il est important. Donc, on est là pour échanger de l'information et on n'est pas là pour vendre. Donc, le plan de discussion, il est important aussi et généralement, il est en plusieurs étapes. Pour pouvoir arriver vraiment à créer une discussion intéressante, importante et qui apporte de la valeur à vos interlocuteurs. C'est ça. Donc là, on va vraiment entrer un petit peu dans le vif du sujet sur la partie contenu. Tout à l'heure, voilà, vous nous posiez la question quel type d'information je dois publier sur les réseaux sociaux. Bah, vous avez effectivement le tableau périodique qui peut vous aider, mais là, on va rentrer vraiment plus dans les détails. C'est que le contenu content is king, ça c'est quelque chose que vous avez dû sans doute entendre à des dizaines et des dizaines de reprises. À côté de ça, nous on aime bien rajouter context is God, c'est-à-dire que oui, publier du contenu c'est très bien, mais si vous n'avez pas le contexte derrière, ça va être compliqué de générer des leads et de les convertir en clients. Donc oui, il faut partager du contenu, mais il faut partager du contenu qui soit personnalisé et qui corresponde aux attentes et aux problématiques que rencontre l'acheteur en B2B, le décideur en B2B. Ça, c'est un point important. Quel type d'informations vous devez publier sur les réseaux sociaux? Bah, tout simplement, vous devez publier du contenu qui répond aux questions que peut se poser l'acheteur selon les 3 étapes du parcours d'achat que vous avez ici. Donc là, vous avez le parcours d'achat en B2B, c'est un parcours d'achat qui est en 3 étapes finalement. Le décideur en B2B, on a vu tout à l'heure qu'il menait entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. 65 et 90% de sa réflexion d'achat, ça correspond à awareness, considération et une partie de la décision sur le schéma que vous avez ici sur la slide. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'en phase d'awareness, le décideur ou l'entreprise en B2B se rend compte qu'elle a une problématique. Pour nous, ça peut être comment bien prospecter. Je prospecte, c'est de plus en plus compliqué pour prospecter, donc elle va taper sur Google pourquoi j'arrive plus à prospecter par exemple. Elle a une problématique, ça peut être celle-ci. Donc voilà, en phase d'awareness, l'acheteur prend conscience qu'il a une problématique. Donc il va tout faire pour comprendre sa problématique, l'appréhender, savoir comment il peut la solutionner, savoir s'il est impératif pour lui de la solutionner ou non, s'il peut faire peut-être autrement, s'il peut composer avec cette problématique-là. Donc ça, c'est la phase awareness. En phase de considération, il s'est dit oui, j'ai une problématique, oui, je dois la résoudre. Et là, il va se mettre en quête des solutions vraiment très précises qui peuvent lui permettre de résoudre cette problématique-là. Donc il va identifier des solutions et il va les comparer. Ça, c'est la phase de considération. Une fois qu'il a fait ça, il va avoir retenu une, voire 2 solutions qui lui semblent la plus pertinente. Donc généralement, il va avoir retenu une ou 2 marques, 1 ou 2 prestataires. Et là, il va rentrer dans phase de décision et il va essayer de valider que son choix est vraiment le bon. Donc concrètement, il va se rendre sur Google, il va se rendre sur les réseaux sociaux pour mener une étude assez poussée de l'entreprise, en gros, qui pense être la meilleure pour répondre à sa problématique. Et forcément, quand vous voyez ce schéma-là, vous vous rendez compte naturellement que vous ne pouvez pas parler de la même façon à une personne sur les réseaux sociaux qui est en phase awareness d'une personne qui est en phase de décision. Donc vous devez bâtir en fait une ligne éditoriale qui regroupe vraiment ces 3 étapes du parcours d'achat. Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Donc Sébastien, oui, l'approche inbound sales, si tu veux nous en dire un mot. Sur la partie approche, comme j'ai expliqué tout à l'heure, apporter de la valeur aux personnes avec lesquelles on peut discuter. Aujourd'hui, cette approche, elle a le mérite et l'intelligence de respecter effectivement les étapes de réflexion dans lesquelles se trouvent les personnes avec lesquelles vous discutez. Tout le monde n'est pas forcément au courant de vos offres, tout le monde n'est pas forcément au courant de la valeur ajoutée de vos offres, tout le monde n'est pas forcément au courant du ROI que vous pouvez apporter. Mais par contre, vous pouvez trouver des éléments de langage qui sont communs et qui vont pouvoir faire progresser et bien comprendre à la personne comment vous pouvez l'aider dans ces problématiques. Et typiquement,
quand on est sur la phase d'identification, l'idée c'est de pousser des messages, comme l'avait expliqué tout à l'heure Ludovic, sur la partie et sur la phase awareness. Donc finalement, comment on traite la problématique basique d'un prospect, arriver à le faire aller d'étranger à lead, c'est-à-dire que la personne arrive sur votre site parce qu'elle a vu des posts sur les réseaux sociaux qui répondent à cette problématique. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées parfois de manière assez directe sur notamment LinkedIn pour répondre à une question qui peut répondre à une problématique d'un prospect particulier. Une fois qu'on est arrivé finalement à faire arriver cet étranger sur le site et l'amener, ce visiteur, à devenir un lead, on a la partie Connect. Donc typiquement sur les réseaux sociaux, on peut mener l'exemple 1 à 2, Identify et Connect, parce qu'on va pouvoir identifier les personnes par rapport à leur mission, par rapport à leur poste, par rapport à leur entreprise, par rapport au marché sur lequel elles évoluent. Et sur la partie Connect, on va pouvoir, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avoir une séquence et une séance de messages qu'on va pouvoir envoyer à ces personnes-là pour faire connaissance et finalement se connecter et comprendre si ce qu'on est en capacité d'apporter à cette personne-là répond vraiment à une problématique. Et ensuite, les autres étapes sont à faire. On montrait tout à l'heure que 65 à 90% du parcours d'achat et de réflexion est effectué par l'acheteur tout seul de son côté. Les étapes 3 et 4, donc Explore et Advice, sont plus sur la partie en commercial, et là on est plus sur de leur favori plutôt que des messages qui peuvent être génériques, diffusés par les réseaux sociaux et par votre site internet. Tout à fait. Donc là, on va rentrer vraiment plus dans la partie prospection commerciale. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était plutôt la partie marketing des réseaux sociaux. Là, on rentre vraiment dans la partie prospection commerciale. Si vous êtes commercial, si vous avez des commerciaux dans votre entreprise, ces commerciaux-là peuvent utiliser les réseaux sociaux qu'on a cités tout à l'heure pour identifier et commencer à discuter avec des prospects. Donc c'est justement ce qu'on va voir maintenant. C'est effectivement aussi tout l'intérêt de cette approche inbound sales que vient de vous décrire Sébastien. Mais voilà, pour identifier les prospects actifs sur les réseaux sociaux, parce que c'est finalement ça l'enjeu. On a vu tout à l'heure que vous deviez avoir aujourd'hui, que vous deviez arrêter de vendre. L'acheteur n'attend plus de vous que vous fassiez la promo simple de vos produits et services. Il souhaite que vous le guidiez dans sa réflexion d'achat. Donc forcément ça demande du contexte, ça demande de l'information et ça demande surtout beaucoup de temps. Donc vous devez en priorité privilégier les prospects qui sont les plus chauds. Et les prospects les plus chauds, c'est les prospects qui ont une problématique et qui sont déjà actifs dans leur réflexion d'achat. Donc l'enjeu vraiment ici pour le commercial, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et d'identifier les prospects qui sont déjà actifs dans leur réflexion d'achat. Ça, c'est un point important. Et comment on fait ça? Tout simplement en exploitant les 5 points de cette slide. Donc la première chose, c'est forcément de collaborer avec le marketing. Et là, vous allez pouvoir, le commercial, il parle avec le marketing et il va lui demander très concrètement qui sont les visiteurs qui ont visité le site internet, est-ce qu'ils ont téléchargé des choses sur le site web. Ça peut être un livre blanc, ça peut être le tableau périodique qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être une inscription à un webinaire par exemple. Et le commercial va se rendre sur LinkedIn et va commencer à rechercher les personnes qui ont téléchargé des choses sur les réseaux sociaux et va pouvoir commencer à nouer une relation avec ces personnes-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de rejoindre des groupes de discussion. En B2B, les groupes de discussion sont vraiment très très utilisés, notamment sur LinkedIn forcément, mais aussi sur Facebook. Je pense à tout ce qui est startup. Il y a beaucoup de groupes de discussion startup, entreprises innovantes et technologiques sur Facebook. Et là, vous avez vraiment des groupes où il y a des prospects vraiment très très intéressants pour vous. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de groupes de discussion et dans ces groupes de discussion là, vous avez des groupes de responsables marketing par exemple, vous avez des groupes d'entreprises technologiques, d'entreprises informatiques, vous avez des groupes dans tous les domaines d'activité et en rejoignant ces groupes là, vous allez avoir une liste de personnes qui sont ultra qualifiées, qui sont dans le domaine d'activité que vous ciblez et en plus qui discutent dans ces groupes là, qui posent des questions qu'elles se posent dans leur réflexion d'achat. Donc ça vous permet déjà d'apporter votre expertise en répondant à ces questions-là et ça vous donne aussi des idées d'articles, des idées de publication pour vos réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un point important. Donc rejoindre des groupes de discussion, ça va vous permettre d'identifier des prospects qui sont qualifiés, mais aussi déjà d'entrer en contact avec eux en répondant aux questions qui peuvent se poser dans ces groupes de discussion-là. Carole demande comment on peut trouver les groupes, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, n'importe quel réseau social, bien que Twitter n'est pas ça. Sur Facebook, LinkedIn, tout simplement, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le mot-clé qui concerne votre domaine d'activité et vous allez avoir un champ filtre dans les résultats de recherche. Vous allez cliquer sur groupe et vous allez avoir tous les groupes qui correspondent à ce domaine d'activité-là où ça peut être responsable marketing, ça peut être directeur général, ça peut être PME, ça peut être B2B, ça peut être ce que vous voulez. Vous allez trouver des groupes de cette manière-là. Vous avez aussi la possibilité de faire des recherches avancées, notamment sur LinkedIn. Donc là, LinkedIn, la recherche avancée est vraiment très très bien faite. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par fonction, par zone géographique. Vous pouvez coupler tous ces filtres-là et donc vous allez pouvoir, si vous avez bien bossé vos personas, en fait, vous avez bien déterminé les caractéristiques de votre prospect idéal, vous n'avez plus qu'à reprendre cette liste de caractéristiques-là et de la rentrer dans les recherches avancées, de remplir en fait tous les critères de la recherche avancée LinkedIn pour trouver des prospects qui correspondent à votre prospect idéal. Ça, c'est un point aussi très très intéressant. Vous allez pouvoir naturellement souhaiter
les profils. Sur LinkedIn, juste pour ajouter un élément de réponse, c'est que toutes ces choses-là sont possibles avec un compte gratuit. Tout à fait, c'est ça. C'est effectivement, c'est un point c'est une précision qui est très importante, Sébastien. C'est que tout ça, c'est disponible gratuitement. Ça, c'est un point important quand on voit le coût d'un fichier de contact, que ce soit chez Compass ou d'autres. Bah, là, vous avez quand même voire même beaucoup plus d'informations que chez Compass et de manière gratuite. Donc ça, c'est un point important. Vous pouvez naturellement scruter les profils de vos concurrents et de vos clients, bien que là, maintenant, les utilisateurs sont assez matures pour cacher en fait leur réseau. Mais un point qui est aussi important, c'est quand vous allez visiter le profil d'un de vos concurrents ou d'un de vos clients, vous allez avoir sur le côté, notamment sur LinkedIn, des profils qui sont, ça s'appelle les profils, enfin les personnes qui ont visité ce profil-là ont visité les autres profils d'à côté, en gros. Ça veut dire ça, l'accroche sur LinkedIn. Bah là, vous allez avoir aussi des sources forcément de prospects. Et un point qui est vraiment essentiel, et ça que malheureusement trop peu d'entreprises en B2B font, et c'est pourtant essentiel, vous avez vous avez tout mis en œuvre pour partager du contenu de qualité sur les réseaux sociaux. Si c'est bien fait, vous allez avoir des j'aime, vous allez avoir des partages, des commentaires, mais c'est pas suffisant, quoi. Il faut vraiment analyser tout ça. Qui a aimé vos posts, qui a commenté, qui a partagé. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des clients potentiels qui ont aimé, qui ont partagé ou qui ont commenté vos posts et qui donc ça prouve en fait qu'ils ont une problématique relative à ce post-là et qu'ils sont en train de mener une réflexion autour de ce post-là et donc vous pouvez intervenir pour leur donner des informations complémentaires. Donc je crois que j'ai un exemple de ça justement derrière. Donc là tout à l'heure, il y a quelques temps, c'était il y a 2 mois finalement, c'était pas tout à l'heure, mais j'ai publié quelque chose sur LinkedIn où je donnais un conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux. On voit que j'ai 17 j'aime, 9 commentaires. Bah là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le nombre de j'aime, je clique sur le nombre de commentaires et je regarde qui a aimé, qui a liké. S'il y a des personnes qui correspondent, qui a aimé, qui a commenté. Si je vois des personnes qui correspondent à notre profil type de client idéal, donc des entreprises B2B, bah, je vais aller voir cette personne-là, je vais l'ajouter et je vais lui proposer de télécharger un guide complémentaire ou quelque chose qui va lui permettre d'aller plus loin dans la réflexion, qui complétera finalement cette publication-là. Donc ça, c'est vraiment une source très très intéressante de prospects et que malheureusement trop peu d'entreprises utilisent. Et donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez identifié des prospects qui sont qualifiés et qui sont actifs dans leur réflexion d'achat, bah, maintenant vous allez devoir entamer la relation avec eux. Donc forcément, bah, vous allez devoir entamer la relation dès la demande de contact. Ça c'est un point qui est vraiment important aujourd'hui. Tout à l'heure, Sébastien le disait, on a des demandes de contact, nous, qui arrivent sur LinkedIn tous les jours. On en accepte quand ça correspond à notre profil ou quand ça correspond, qu'on voit qu'on peut avoir des synergies. Et ces personnes-là ne nous parlent pas. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire que oui, vous ajoutez des personnes à votre réseau, oui, vous avez un réseau qui est de plus en plus conséquent, mais derrière, si vous ne parlez pas aux gens, ça rapportera 0 € de chiffre d'affaires. Et donc ça, je pense que votre directeur général, que vous ayez 5000 contacts sur LinkedIn, si ça lui rapporte 0 €, bah, il s'en tapera un petit peu, quoi. Donc ça, c'est un point important. C'est quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn, n'hésitez pas, une fois que la personne a accepté, à lui envoyer un message pour le remercier d'avoir accepté votre demande de contact, mais surtout ne tombez pas ici dans la promo. On a vu ça tout à l'heure que l'acheteur, lui, il n'aimait pas qu'on lui pousse de l'information qu'il n'a pas demandé. Donc quand vous ajoutez une personne sur LinkedIn, très souvent en B2B, on va avoir des personnes où j'ajoute des contacts, et d'ailleurs je lui dis que je suis spécialisé dans tel domaine d'activité, que j'ai des prestations et que ça coûte tant. Ou je propose un rendez-vous, un truc comme ça. C'est pas du tout le moment, quoi. La personne, vous l'avez ajoutée, derrière vous devez lui apporter de la valeur ajoutée. On a dit tout à l'heure, vous ne vendez pas, vous guidez. Et ça, c'est vraiment important sur les réseaux sociaux. Quand vous ajoutez quelqu'un, ne lui dites pas je suis spécialisé dans tel domaine d'activité, on peut prendre rendez-vous pour voir si vous avez un besoin. Ça fait pas de sens. Vous avez ajouté une personne parce que vous pensiez pouvoir lui apporter quelque chose, bah, vous devez décrire dans ce premier message que vous pouvez lui apporter. Nous, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'une personne qu'on a identifiée comme menant une réflexion autour du marketing digital ou de la communication sur les réseaux sociaux, on lui propose de télécharger un livre blanc sur notre site internet ou d'aller consulter un article sur notre site internet et on voit derrière nous avec nos outils de tracking que cette personne-là a bien lu le mail et qu'elle a visité notre site internet et qu'elle a téléchargé quelque chose et là on peut rentrer plus dans la conversion vers le client. Parce que les contacts, ceux que vous avez sur LinkedIn, un contact, ce n'est pas un lead. Un contact, c'est un contact. Un lead, c'est quelqu'un qui effectivement vous donne de l'information supplémentaire en venant sur votre site et en téléchargeant un contenu ou en remplissant un formulaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour générer des leads, il y a beaucoup de leviers différents qui existent. Les réseaux sociaux, c'est un des leviers. Mais tant que les personnes restent sur leur réseau social préféré et ne viennent pas chez vous pour se convertir en lead, un contact reste un contact et il n'est pas à traiter comme un lead.
Pour faire ça, donc vous avez besoin d'informations et vous avez besoin de contexte et vous avez besoin voilà, d'avoir un maximum de billes pour pouvoir personnaliser votre approche sur votre premier message de contact. Ben là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur le profil de la personne que vous ajoutez sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Twitter. Une fois qu'elle vous a accepté, vous balayez son profil et vous voyez quelles sont ses compétences, vous voyez quels sont éventuellement les contenus qu'elle a partagés, les contenus qu'elle a aimés, les contenus qu'elle a commentés, les questions qu'elle a pu se poser. Ben derrière, vous avez toutes les informations pour bâtir un message de découverte en fait finalement, un message de premier contact qui soit à forte valeur ajoutée. Et donc bah, là justement c'est ça, c'est que la clé pour entrer en contact avec un prospect que vous avez identifié sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, ça va être de prévoir une séquence de messages. Une séquence de messages, donc généralement c'est une séquence en trois messages. Le premier message c'est le message que je viens de vous décrire. Vous entrez en contact avec la personne, vous lui envoyez de la valeur ajoutée. Le deuxième message ça va être d'entrer un petit peu plus dans le concret en lui proposant, enfin en lui expliquant un petit peu ce que vous faites et ce que vous pouvez lui apporter. Le troisième message, ça va être de lui proposer un rendez-vous ou de participer à une démo si vous êtes une entreprise innovante ou technologique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. La clé de tout ça, on le répète, mais voilà, personnalisation, contextualisation, envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, ça c'est vraiment essentiel. Si vous devez retenir quelque chose de ça, c'est travailler vos personas, travailler vraiment à définir quelles sont les questions que les personnes peuvent se poser tout au long du parcours d'achat. On a vu les phases awareness, considération, décision. Bah, votre cible, elle se pose des questions en phase awareness, elle se pose des questions en phase de considération, elle se pose des questions en phase de décision. C'est les réponses à ces questions-là que vous devez partager sur les réseaux sociaux, que vous devez partager sur votre site internet. Donc voilà, travaillez vos personas, bâtissez votre ligne éditoriale en fonction de ces personas-là et du coup, vous allez avoir naturellement du retour sur investissement et vous allez pouvoir générer des leads. Et donc voilà, on a fait le tour, on a bien débordé sur le temps. Je ne sais pas si Thomas ou Paul-Louis sont là pour conclure et pour nous discuter si on a un peu trop débordé. Donc on n'a pas eu énormément de questions, mais je pense que c'est une preuve justement de la clarté de la présentation. Justement, tout à l'heure on parlait du rôle des réseaux sociaux pour une entreprise dans un contexte B2B, c'est notamment de faire valoir une parole d'expert dans un certain domaine. Est-ce que vous pensez que ce rôle d'expert, il dépend uniquement des comptes de l'entreprise ou il peut également découler du compte du directeur général, du directeur communication ou de salariés quelconque de l'entreprise? Ok, donc effectivement, là c'est vraiment un point aussi essentiel, c'est que aujourd'hui on se rend compte que l'acheteur en B2B, il va plus, enfin il achète pas une marque finalement, il achète plutôt une personne en qui il a confiance et la personne qui lui semble la meilleure personne pour répondre à sa problématique et à résoudre l'aider à atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est un point important, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, la communication qui fonctionne le mieux, et même sur Internet en général, c'est la communication qui est vraiment personnelle. C'est-à-dire qu'un directeur général qui communique, un marketeur qui communique, un commercial qui communique ou un technicien qui communique sur les réseaux sociaux aura beaucoup plus de poids que l'entreprise en elle-même. Maintenant, les gens ont conscience, que ce soit en B2C ou en B2B, que les marques ont une stratégie de communication, savent utiliser les réseaux sociaux pour attirer leur attention et pour les inciter à devenir clients. Donc elles le savent, elles sont plus méfiantes par rapport à ça. Maintenant, nous on se rend compte vraiment de ça en B2B, c'est que les gens achètent vraiment une personne. Travailler votre personal branding, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, les collaborateurs sont vraiment les premiers ambassadeurs. Super, merci beaucoup Ludovic. Il y a d'autres questions, on les reprendra, on vous enverra les réponses par email. Merci encore une fois Sébastien, merci Ludovic. Le webinaire sera disponible directement sur notre site internet, sur Webikeo, peut-être sur le site de SLN Web, j'imagine. On organise des webinaires tous les mois, donc continuez à nous suivre pour savoir le thème du prochain webinaire. Merci à vous.